avec des motifs d'oiseaux sur le vase. Et puis on met les mailles en couleur sur le vase. Une couche d'émail, la cuisson, parce qu'après la cuisson, l'émail creuse. Comme des parlers, on peut toucher encore des fils. À la deuxième fois, troisième fois, et à la fin, on le polit. C'est produit. C'est produit comme ça. L'art artisanal remonte au déluge en Chine. Dans les archives chinoises, on appelait les cloisonnés ouvrages incrustés taches. Tache était le nom chinois de l'Arabie durant le Moyen Âge. Introduite dans l'Empire du Milieu au XIIIe siècle, cette technique devint, après une longue période de développement, un art typiquement chinois. L'artisan donne d'abord une forme désirée à une plaque de cuivre rouge pour former le fond. On pose alors dessus, avec une pincette, des fils ou des bandes de cuivre. C'est le cloisonnage qui constitue les traits du dessin. Les bandes de cuivre sont d'une épaisseur et d'une largeur différentes selon l'article à cloisonner. Le pliage des bandes de métal exige beaucoup de dextérité. Un artisan expérimenté peut, avec une simple paire de Bruxelles, former de mémoire de magnifiques dessins, fort complexes. Une pâte d'émail de couleurs diverses est sertie entre les cloisons au moyen d'un outil pareil à une plume. Plusieurs cuissons sont nécessaires, tous les colorants n'ayant pas le même point de fusion, et on doit appliquer plusieurs couches de colorant pour obtenir l'effet désiré. L'ouvrage est ensuite poli avec une pierre meulière et du charbon de bois. Le polissage amène l'arasement de l'émail et des cloisons. On plonge après l'article dans une solution de roue passe un courant électrique. On obtient ainsi un ouvrage où l'éclat du métal ne cède en rien à celui de l'émail. Smoking, pour les fumeurs, faites attention. Les commerçants vous attendent, faites attention. Oh, on y va. La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois, et plusieurs endroits entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et le XVIIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est sous la dynastie Qing, 1644-1911, que la muraille prit sa forme actuelle pour empêcher les armées turques et mongoles d'envahir la Chine. Est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme à la fois en longueur, en surface et en masse. La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois, et plusieurs endroits entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et le XVIIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est sous la dynastie Qing, 1644-1911, que la muraille prit sa forme actuelle pour empêcher les armées turques et mongoles d'envahir la Chine. Est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme à la fois en longueur, en surface et en masse.
La longueur totale des murs serait de 6700 km. En moyenne, la Grande Muraille mesure 6 à 7 mètres de hauteur, et 4 à 5 mètres de largeur. En avril 2009, le service chinois qu'est l'administration d'État chargée du patrimoine culturel, ayant utilisé des technologies de mesure plus récentes révise cette mesure et déclare une longueur de 8851,8 km, dont 6259,6 km de murs, 359,7 km de tranchées et 2232,5 km de barrières naturelles, telles des montagnes ou des rivières. On prête à la Grande Muraille la réputation d'être le plus grand cimetière du monde. Environ 10 millions d'ouvriers sont morts pendant les travaux. Ils n'ont pas été enterrés dans la muraille, elle-même mais dans ses environs immédiats. Pendant la révolution culturelle, les rebelles et les gardes rouges s'en prenaient aux monuments et aux lieux de culte. Plusieurs briques de la Grande Muraille de Chine furent enlevées pour construire des porcheries. La muraille a été désignée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Le hameau de montagne pour fuir la chaleur de Chengde, construit sous les Qing, 1644-1911, ainsi que des temples extérieurs, qui l'entourent restent en bon état de conservation. Il se situe à 230 km de Beijing dans une vallée de la rivière Huili au nord de la ville de Chengde. Les travaux d'aménagement débutèrent en 1703, sous le règne Kangxi et se poursuivirent sous les règnes Yongzheng et Qianlong de la dynastie des Qing.
C'est pendant un voyage dans le nord de la Chine que l'empereur Kangxi avait trouvé que Chengde occupait une bonne position géographique, non loin du pays natal des Mandchous qu'il aimait, au nœud de communication entre l'intérieur du pays et la Mongolie, et que son relief, parsemé de lacs, jouissait d'un climat agréable. Dans cet ensemble de paysages magnifiques, il décida très vite d'y construire un palais secondaire. Il fit draguer des lacs, aménager des chemins et construire des édifices. En 1713, ce paradis forestier était entouré d'une muraille d'enceinte, qui abritait des sites de toute beauté. Sous le règne Yongzheng, la construction cessa, mais elle reprit entre 1741 et 1792, sous le règne Qianlong. Selon la répartition des sites, le hameau de montagne peut être divisé en plusieurs parties. Dans le sud se trouve la zone des lacs, c'est là que l'empereur habitait et donnait audience à des ministres. Les lacs d'où émergent 8 îlots occupent 43 hectares. Au pied des montagnes au nord de ces lacs, s'étend la zone de la plaine. Elle est immense et recouverte d'une végétation luxuriante. Dans la zone nord-ouest s'étagent des montagnes entrecoupées par des vallées, et parsemées de pavillons et de temples. L'ensemble s'harmonise avec le relief du pays, qui s'incline en pente d'ouest en est. Les sites officiels sont fort variés, et s'adaptent bien à la configuration du terrain. Les édifices bien disposés se mêlent harmonieusement aux beautés naturelles, ce qui a pour effet de rapprocher l'homme de la nature. Les diverses constructions et les murs d'enceinte, faits de briques grises et de bois, présentent un style simple et élégant, qui diffère nettement de celui des palais impériaux de la capitale. Ils intègrent bien les caractéristiques architecturales des jardins de la Chine du Sud et celles de ceux du Nord. Le hameau de montagne de Chengde est entouré sur ses côtés est et nord de plusieurs temples qui symbolisent l'union des diverses ethnies autour du gouvernement central. Depuis sa fondation, la dynastie des Qing, 1644-1911, appliqua une politique de soutien au lamaïsme, et avait gagné la confiance des ethnies minoritaires regroupées dans l'ouest et le nord-ouest du pays.